Merci d'être venu à cette réunion publique qui a été annoncée très brièvement. Nous sommes heureux d'accueillir la tête de liste de la liste Front de gauche aux élections européennes qui auront lieu, vous le savez, dimanche 25 mai, Corinne Morel-Darleux, voilà, qui passe dans notre département depuis ce matin et qui va finir son passage demain. Ce matin, nous étions à Moulins avec Jean-Paul Dufresne, le président du Conseil général, Alain Lognon, vice-président, Dominique Bidet, président des maires ruraux, et moi-même. Et nous avons fait une conférence de presse à Moulins. On était bien sur la plage de Moulins. On va la faire trouver. Hein. Voilà. Et puis, à midi, nous avons eu à Commentry un repas. Nous avions invité un certain nombre de responsables associatifs et syndicaux. Et puis nous voilà ici devant vous pour faire une petite réunion publique brièvement annoncée, mais merci d'être venus. Et puis demain matin, on sera sur le marché de la ville Gauzet. J'excuse l'absence de Pierre Goldberg parce qu'il souhaitait être parmi nous, mais son agenda ne lui permettait pas d'être ici à cette heure-là. Voilà, je remercie tous les élus qui sont venus aussi ici, les responsables associatifs que je salue, et puis pour vous dire combien nous avons besoin de changer bien sûr cette Europe, combien il est important d'identifier notre campagne Front de gauche. À mes côtés, donc, le Parti communiste français représenté par Fabienne et le parti ici de gauche représenté par Robert Boutrin de Commentry. Et puis tous les autres membres du Front de gauche qui sont peut-être dans la salle et qui veulent bien s'excuser et ne pas nommer tout le monde. Voilà, donc c'est une campagne du Front de gauche. Je pense qu'il faut vraiment faire et Corinne le fait, une campagne très dense, très intense. Elle est sur le terrain, elle va vous expliquer tout ça. C'est extrêmement important compte tenu qu'il y a, vous savez, 25 listes. Donc tout ça est fait pour entretenir une confusion. Que dans les médias, ils ne se sont pas trop fatigués pour expliquer ce que c'est que cette élection, en quoi elle consiste exactement, ce que sont les députés européens. On continue d'amalgamer, de dire l'Europe c'est là-bas, c'est loin, ça ne nous concerne pas. Et donc on entretient évidemment à la fois l'abstention, des gens qui pensent effectivement que ça ne les concerne pas, que c'est bien trop loin, et puis un vote extrême droite en disant que, bien sûr, sont hors système de tout ce machin-là qu'on ne comprend pas et qui va contre nous. Nous sommes bien d'accord pour dire que l'Europe n'est pas celle que nous souhaitons et qu'il faut donc complètement la transformer, la changer, la refonder, ce que Corinne va vous expliquer. Pour ce qui me concerne, je vais juste prendre un exemple, parce qu'au Sénat, on travaille. J'ai mon collègue Alain Bocquet, non c'est pas Alain, c'est Éric Bocquet, qui est sénateur, son frère est député. Il a fait une commission d'information dont je fais partie, et je vous donne le sujet. C'était donc une mission d'information au sujet des normes européennes en matière de transport. D'accord? Eh bien, je vous donne un simple exemple. Un routier polonais perçoit en salaire et frais de déplacement 16 668 €. Alors c'est précis, c'est une réunion d'information, on fait des moyennes, et les cotisations sociales versées par l'employeur pointent à 18,5%. Le chauffeur français, quant à lui, gagne 31 019 €, donc c'est presque le double, et les cotisations seront 31,1%. Donc, il n'y a pas photo. Vous voyez bien que l'harmonisation sociale, on en est loin. Qu'est-ce qui se passe? Bien évidemment, ces deux pays interviennent dans le même espace économique, qui est l'Europe, où seule la règle en vigueur, vous la connaissez, c'est la concurrence libre et non faussée. Bilan des courses. La part du marché européen du pavillon français routier, évaluée à 50% en 1999, est ramenée à 10% en 10 ans. Ce qui a entraîné 21 000 suppressions d'emplois ici dans notre pays. Pendant ce temps, la Pologne, bien sûr, a rehaussé son pavillon routier, devenu le premier pavillon routier en Europe. Voilà comment ce modèle libéral fait des ravages, et bien sûr pas que dans les transports, mais ça, notre tête de liste, Corinne, va nous l'expliquer. Voilà, je voulais juste vous dire que nous aussi, on travaille ici au Sénat pour expliquer un peu les choses. Ensuite, vous allez me dire, ça sert à quoi? On fait des préconisations au gouvernement. On lui en a fait pour le dumping là, on lui en a fait pour les évasions fiscales. 50 milliards d'euros, ça vous dit quelque chose? 50 milliards, ça résonne un peu. Hein. Et puis les fraudes fiscales, 80 milliards d'euros. Donc si on a fait des préconisations il y a 2 ans,
Hein. Eh bien, vous voyez où on en est toujours à chercher, je crois, 50 milliards d'euros dans la France, dans les poches des petits retraités et des petits salaires de ceux qui bénéficient de quelques dotations, avantages, subventions, parce qu'ils n'ont pas de quoi se nourrir. Voilà ce que je voulais vous dire en prélude. Nous sommes heureux d'entendre maintenant Corinne qui va nous détailler sur pourquoi elle est candidate du Front de Gauche et notre tête de liste. Merci. Un grand merci à Mireille pour cette introduction et merci à vous tous pour cet accueil. Je suis très heureuse voilà, d'être dans le département de l'Allier pour cette campagne des élections européennes qui effectivement est une campagne ramassée, dense, sur une circonscription très étendue puisque nous aurons à la fin de cette campagne des élections européennes sillonné 13 départements en tout et nous n'en aurons pas raté un seul. Je dois dire que j'en suis assez fière et assez heureuse. Avec une campagne qui, depuis maintenant un peu plus de 4 semaines, est une campagne effectivement vraiment de terrain et de proximité et c'est de manière évidemment tout à fait volontaire et délibérée que c'est le cas. Parce que, vous avez entendu comme nous, hein, les rares fois où nous avons entendu parler des élections européennes dans les grands médias nationaux depuis le début de cette campagne, ça a été en gros pour nous expliquer que de toute manière personne n'irait voter, que l'abstention allait battre des records et que ceux qui iraient voter Front National. En gros, je fais un peu raccourci, mais je suis à peine caricaturale. Donc nous voulons faire mentir ces espèces de prophéties autoréalisatrice parce qu'à force de dire aux gens que tout le monde se désintéresse de l'Europe et que personne ne va aller voter, on n'encourage pas non plus les électeurs à se mobiliser, évidemment. Donc nous prenons le contre-pied de ces affirmations et nous allons sur le terrain. Nous allons à la rencontre des électeurs. Alors ce soir, on est dans un format de réunion publique où on touche un certain nombre de personnes, mais souvent des personnes qui sont déjà sensibilisées, un peu engagées. Donc nous complétons évidemment toutes ces réunions publiques partout où nous allons par des rencontres qui sont plus des rencontres sur des lieux de vie, c'est-à-dire d'aller, nous, à la rencontre des citoyens. C'est le cas quand on va sur les marchés, comme on va le faire demain matin. On a fait aussi beaucoup de rencontres sur des sorties d'usines, sur des lieux où des salariés sont en lutte, avec des rencontres avec les syndicats pour justement discuter avec eux des luttes qu'ils mènent et des rapports qu'elles ont avec les politiques européennes, notamment, comme tu viens de le dire Mireille, sur toutes les politiques de dumping social, de mise en concurrence des travailleurs les uns les autres d'un pays à l'autre et les effets que ça a malheureusement sur l'emploi ici et sur l'activité ici. Donc des marchés, des sorties d'usines. Nous avons également organisé plusieurs rencontres et je crois que c'est important qui sont des rencontres pas forcément de masse mais des réunions de travail en petits groupes avec des acteurs, des professionnels d'un certain nombre de secteurs. Et je crois que c'est important aussi, dans une campagne électorale, d'avoir des moments de travail de fond sur des questions thématiques. Donc nous avons organisé des rencontres, par exemple avec les cheminots à la Souterraine. Nous avons organisé une rencontre avec les acteurs du monde de la culture à Châteauroux, des rencontres avec des enseignants, avec des agriculteurs, voilà, avec plusieurs types de professionnels. On en a fait une aussi avec des travailleurs du nucléaire et des agents EDF. Donc pour à chaque fois faire le lien entre les difficultés qu'eux rencontrent et les politiques européennes, à la fois évidemment sur le bilan de ce qui s'est passé jusqu'ici, mais surtout évidemment sur ce que nous pouvons y changer en envoyant un maximum de députés européens du Front de Gauche dans ce Parlement européen. Et du coup, les grands axes de la campagne que nous menons, on les a choisis pour cet aspect concret des choses, pour faire la démonstration, rendre palpable le fait que peut-être que l'Europe semble loin à beaucoup de monde, mais malheureusement ses conséquences sont au contraire très proches. Je prends l'exemple du rail, qui est un des thèmes qu'on a beaucoup développé dans la campagne et qui est particulièrement prégnant dans la circonscription, avec des retards de train, avec des incidents sur un certain nombre de lignes, avec des menaces, voire des fermetures de lignes ou de
regarde, et notamment, comme toujours, dans les zones les plus rurales, donc celles qui en ont le plus besoin, bien entendu. On a pris cet exemple-là parce qu'on a rencontré beaucoup d'usagers qui, quand le train est en retard, râlent de manière légitime, il faut le dire, mais en dirigeant leur colère pas forcément vers les bons responsables, en se tournant vers les salariés de la SNCF, vers les cheminots, et sans forcément se tourner vers les députés européens sortants, qui ont pourtant la lourde responsabilité, pour un certain nombre, notamment les eurodéputés sortants du Parti Socialiste et de l'UMP et du MoDem, d'avoir voté les paquets ferroviaires, ce qu'on appelle les paquets ferroviaires, il y en a eu 4, qui sont en réalité des rapports qui à chaque fois mettent en place l'ouverture à la concurrence dans le domaine ferroviaire. Et ces députés européens sortants n'avaient pourtant pas très loin à regarder, il suffisait de se tourner outre-Manche vers l'Angleterre et de regarder quelle merveilleuse trouvaille cette ouverture à la concurrence avait été, puisqu'en Angleterre c'est ce qui a été fait et c'est une catastrophe en matière de chemin de fer. Et bien malgré ça, ils ont quand même voté ces 4 paquets ferroviaires. Et donc aujourd'hui, si il y a des retards, des accidents et des menaces de fermeture, ce n'est pas la faute des cheminots, mais bien parce que ces paquets ferroviaires d'ouverture à la concurrence font que le rail est considéré aujourd'hui non plus comme un service public, mais comme une activité qui doit être rentable. Et donc, une activité qui doit être rentable, ça veut dire moins d'investissements de long terme, parce que ça ne rapporte pas immédiatement sur les infrastructures de rail, sur le matériel roulant, qui sont de plus en plus vétustes. Ça veut dire moins d'effectifs, moins de moyens humains. Et on a rencontré notamment un camarade cheminot qui nous expliquait que dans la gare des Aubrais-Orléans, il y a 20 ans, ils étaient 9 pour effectuer le service de nuit et qu'aujourd'hui, ils le faisaient tout seuls. Donc vous voyez la dégradation du service rendu aux usagers et des conditions de travail des cheminots. Donc il ne faut pas s'étonner qu'au bout d'un moment, cela évidemment se voit, se ressente et perturbe la qualité du service qui est rendu aux usagers. Donc là, on a un exemple direct de rapport voté par les députés européens et du quotidien des usagers, c'est-à-dire la plupart d'entre nous qui prennent le train et qui sont confrontés à ces dysfonctionnements. Un autre exemple qu'on a développé parce qu'il touche là aussi beaucoup de nos concitoyens et notamment dans les 3 régions de la circonscription, à la fois dans le centre, en Limousin et en Auvergne, c'est la question de l'agriculture. Vous savez que la politique agricole commune au niveau européen détermine le gros des aides qui sont accordées aux agriculteurs. Et vous savez aussi que parmi les agriculteurs, ce terme regroupe une grande variété en réalité de bénéficiaires de ces aides. Du très gros industriel aux gros exploitants, notamment céréaliers, jusqu'à l'agriculture paysanne et à des petites exploitations, des petites fermes. Cette politique agricole commune, elle a été réformée l'année dernière, en 2013. Elle le sera à nouveau en 2020. Ça veut dire que la mandature qui vient, et donc les députés européens qui vont siéger là au Parlement européen, vont avoir à débattre des futures orientations de cette politique agricole commune. Or, il se trouve que la réforme qui a été adoptée l'année dernière, en 2013, dont on nous a dit qu'elle avait permis d'obtenir le verdissement de la politique agricole commune, une politique agricole commune plus égalitaire, en réalité, quand on creuse et qu'on va regarder la réalité des choses, cette politique agricole commune continue à bénéficier aux gros industriels du secteur et très peu aux agriculteurs, aux petits agriculteurs, à l'agriculture paysanne, qui sont pourtant aujourd'hui ceux qui en ont le plus besoin. Et je pense notamment aussi à tous les jeunes qui souhaitent s'installer dans l'agriculture et qui éprouvent des difficultés à le faire. Toujours pas de plafonnement des aides. La recommandation du Parlement européen n'était pourtant pas mirobolante, puisque la proposition était de plafonner les aides à 300 000 euros par mois, ce qui est quand même déjà très conséquent et concerne en réalité très peu d'industriels, parce que pour le coup, ce sont des industriels à ce niveau. Les aides sont toujours délivrées à l'hectare, donc plus vous avez de surface, plus vous avez d'aides, mais cette surface peut être exploitée par des tracteurs pilotés par GPS, puisque ça se passe comme ça maintenant dans des grandes exploitations. Vous pouvez avoir 0 salarié agricole
et percevoir quand même les aides. Donc autant vous dire que ça veut dire qu'il n'y a aucun critère, ni d'emploi, ni environnementaux, puisque là aussi, en réalité, les conditions, les contraintes environnementales ont même été allégées par rapport à ce qui existait déjà, notamment sur ce qu'on appelle les surfaces d'intérêt écologique. Bref, je ne vais pas vous faire une conférence sur la politique agricole commune, mais tout ça pour vous dire que là aussi, nous avons un chantier très important pour la mandature à venir pour les futurs députés européens, qui va démarrer dès après l'élection et qui a un impact évident, à la fois pour les agriculteurs de la circonscription, mais aussi pour nous tous en tant que consommateurs, souhaitant avoir accès à des produits alimentaires locaux, de qualité, respectueux de l'environnement. Donc, voilà des exemples que nous utilisons et que nous relayons pendant cette campagne pour montrer à quoi sert un député européen et pourquoi il est important d'aller voter le 25 mai de manière éclairée par rapport à ces grands débats qui arrivent. Et puis, bien entendu, il y a le cas spécifique qui traverse toute la campagne du Front de gauche, y compris d'ailleurs au niveau national et même international, au niveau européen, qui est la question du projet de traité transatlantique. Ce projet de traité transatlantique contre lequel nous alertons depuis des années, nous, au Front de gauche, qui commence enfin à percer le mur médiatique et à arriver dans le grand public, et nous nous en félicitons. Ce projet de traité transatlantique, eh bien, c'est un projet d'accord de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis, qui a pour objectif de faire de toute la zone, Europe et États-Unis, une sorte de grand marché unique, dans lequel il n'y aurait plus de barrières à la libre circulation de l'ensemble des marchandises. Le feu vert a été donné pour la France, en notre nom, par le président François Hollande pour lancer les négociations avec les États-Unis sur la base d'un mandat qui n'a été discuté nulle part et sans aucune information ni consultation des citoyens. Ce mandat, tel qu'il est rédigé, et le projet tel qu'il est conçu, ne cache pas ses objectifs, ce que je viens d'expliquer. Très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les normes, toutes les mesures de protection sociale et environnementale et sanitaire que nous avons aujourd'hui, et tous les combats que nous avons menés ensemble pour refuser les OGM, pour refuser les gaz de schiste, pour faire en sorte qu'il ne soit pas possible de commercialiser du bœuf aux hormones, eh bien tous ces combats-là seraient annihilés, puisque si le projet a été voté, nous n'aurions plus la possibilité, précisément, d'avoir ces mesures de protection, d'avoir ces normes sociales et environnementales, et que tout ce qui est aujourd'hui légal aux États-Unis deviendrait légal en France. C'est le cas, au-delà des exemples que je viens de citer, c'est le cas aussi du poulet lavé à l'eau de Javel. Alors, au début, ça faisait un peu rire quand on parlait de ça, parce que ça paraît tellement énorme. Sauf que la réalité, c'est qu'effectivement, dans l'industrie agroalimentaire américaine, eh bien, les managers ont fait leurs calculs et se sont rendus compte qu'il coûtait moins cher de passer les poulets à l'eau de Javel pour les désinfecter et les mettre sur le marché que de payer des salariés pour faire ce travail sanitaire. Et donc aujourd'hui, il est légal de commercialiser, de mettre dans les rangs des supermarchés ce type de produit des États-Unis. Si nous avions la prétention, en France, de nous opposer à cela en prenant un certain nombre de lois, comme c'est le cas aujourd'hui, par exemple, sur les gaz de schiste. Vous savez que nous avons une loi en France qui interdit aujourd'hui la fracturation hydraulique, la méthode d'extraction des gaz de schiste qui est extrêmement polluante et nocive pour l'environnement et pour les habitants aux alentours. Eh bien, les grandes multinationales de l'énergie, les grands pétroliers, Chevron, etc., pourraient attaquer en justice l'État français pour entrave au libre commerce et sur leur manque à gagner en disant « nous avons des permis d'extraction des gaz de schiste, vous prenez des lois qui nous empêchent de faire notre travail et donc nous vous attaquons pour entrave à notre activité ». Et le pire de tout dans tout ça, c'est que ces recours ne se feraient pas devant la justice française, ni devant la justice américaine, mais devant des tribunaux d'arbitrage privés, c'est-à-dire des officines privées, dont on a déjà vu le résultat, puisque tout ce processus existe déjà sur d'autres accords de libre-échange,
notamment l'ALENA, l'accord de libre-échange au niveau de l'Amérique du Nord, et que tous les jugements qui ont été rendus par ces tribunaux d'arbitrage privés, de manière quasi systématique, donnent raison aux entreprises multinationales contre les États. Donc vous voyez un peu les conséquences, pour le coup, très quotidiennes, et en termes d'impact sur la démocratie et sur la souveraineté populaire, qu'aurait ce projet de traité s'il devait être adopté et ratifié. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, nous avons demandé à plusieurs reprises un référendum populaire, un référendum citoyen sur ce projet de traité transatlantique, que nous n'obtiendrons vraisemblablement pas, en tout cas dans l'état actuel du rapport de force, que nous ne sommes pas non plus certains, nous n'avons aucune assurance aujourd'hui que ce projet passe devant le Parlement national avant ratification, c'est-à-dire concrètement devant nos députés et nos sénateurs. La seule certitude que nous avons, c'est qu'il passera devant les députés européens, au Parlement européen, dans la mandature à venir. Ce qui veut dire que le 25 mai, très concrètement, le bulletin que nous allons utiliser les uns et les autres va aussi servir de référendum, en quelque sorte, pour ou contre ce grand marché transatlantique, et surtout à envoyer au Parlement européen des députés qui auront à voter pour ou contre ce projet de traité transatlantique, et qui n'auront pas seulement à voter, qui auront aussi à résister à la pression d'un certain nombre de lobbies qui sont à l'œuvre au sein du Parlement européen et qui devront faire la démonstration de leur capacité à résister à la pression et à tenir bon et à tenir tête à ces lobbies. C'est pourquoi j'invite chacun des électeurs et des électrices à bien réfléchir aux positions des uns et des autres. Notre position à nous, au Front de Gauche, est très claire. Elle est claire depuis le lancement de ce projet qui a été acté en 2002 par un rapport voté au niveau européen, qui a été voté à l'époque par les députés européens du Parti Socialiste, de l'UMP, et même par le président du groupe des Verts à l'époque, qui était Daniel Cohn-Bendit. Depuis, les Verts semblent avoir changé d'avis, et c'est une excellente chose. Voilà, on appelle vraiment chacun des électeurs et des électrices à regarder qui se positionne bien, clairement, sur la durée, de manière cohérente, contre ce grand marché transatlantique, et surtout qui aura la capacité à résister, à tenir tête et à ne pas changer d'avis entre les promesses de campagne électorale et la réalité des votes au Parlement européen. Parce que je voudrais quand même en profiter pour m'exprimer un tout petit peu sur la campagne de nos concurrents. Vous dire quand même un mot, nous sommes à une semaine du scrutin, et je crois qu'il est important aussi de rappeler un certain nombre de réalités. J'ai commencé à le faire. Je dois dire, c'est pas ma première campagne, et je ne sors pas de l'œuf, donc j'ai un petit peu d'expérience de la vie politique, et donc je ne suis pas surprise qu'en période de campagne électorale, les discours de certains évoluent un petit peu dans le sens du vent. Mais là, je dois dire que de voir le camion du Parti Socialiste avec la tête de Martin Schulz, qui est leur candidat à la présidence de la Commission européenne, qui est celui qui a organisé la coalition gouvernementale en Allemagne des socialistes avec la droite et avec les libéraux. Donc de voir sa tête en gros, en nous expliquant en plus à côté que c'est une campagne contre l'austérité, qu'ils ont eux-mêmes voté au niveau du Parlement européen et qu'ils mettent eux-mêmes en œuvre au niveau national, en étant au gouvernement, est quand même un summum du cynisme en politique que nous avions rarement atteint. Et je dois dire que ce qui me rassure quand même par rapport à ça, c'est que nous ne sommes pas les seuls à nous en rendre compte. Moi, je voudrais vous dire qu'entre la campagne de 2009 et la campagne que nous sommes en train de vivre, je trouve qu'il y a une prise de conscience de beaucoup des électeurs que le discours convenu sur l'Europe qui protège, l'Europe sociale, ne prend plus. Les gens n'y croient plus. Ils voient bien que cette Europe-là, cette Europe libérale, cette Europe de l'austérité n'a pas amélioré leur sort, bien au contraire, d'une part, et que d'autre part, j'ai même des militants du Parti Socialiste et même certains élus, je n'ai pas le droit de les citer, c'est dommage, peut-être la prochaine fois on aura un pas de plus, mais des militants et des élus du Parti Socialiste qui nous assurent de leur soutien et de leur vote le 25 mai, parce qu'ils ne se reconnaissent plus
dans cette politique qui est menée en leur nom par le gouvernement de François Hollande, qu'ils ne se reconnaissent plus par les annonces de Manuel Valls sur les 50 milliards d'économies et les cadeaux fiscaux au patronat, et qu'ils sont en plus déboussolés par une campagne très atone, il faut le dire, du candidat tête de liste, M. Denano, ici dans la circonscription. Donc voilà, nous ne sommes pas les seuls à nous en rendre compte, et je le dis parce que ça doit aussi nous donner espoir sur notre capacité à rassembler de manière très large, au-delà des rangs des organisations du front de gauche, tous ceux qui aujourd'hui ont envie de lutter contre ces politiques-là et voient bien en réalité tous les dégâts à la fois sociaux et environnementaux, faute de fonds publics, qu'elles provoquent. C'est le cas également du côté de notre gauche, entre guillemets, puisque par rapport à 2009, cette année, en 2014, pour ces élections, comme vous le savez, il n'y a pas de liste du NPA dans notre circonscription Massif Central-Centre. Et il se trouve que j'ai le plaisir d'avoir à la fois le soutien évidemment de Marie-France Beaufils, qui avait mené une très belle campagne des élections européennes en 2009, mais aussi le soutien de Christian Nguyen, qui était tête de liste en 2009 et également aux élections européennes pour la liste du NPA. Donc voilà, nous sommes aujourd'hui en capacité de rassembler du NPA jusqu'au rang des militants du Parti Socialiste déçus et en colère. Je crois que c'est une bonne chose. Je crois que cela doit aussi préfigurer de la suite et de la manière dont nous allons construire une alternative dans ce pays. Je souhaite que le 25 mai en soit un des détonateurs. Et ce n'est pas pour rien que nous avons placé aussi cette campagne sous le signe de la belle colère. C'est le nom de notre camionnette qui sillonne les espaces les plus reculés de la circonscription afin que tous les électeurs puissent bénéficier d'une information avant d'aller voter. Cette belle colère, tout simplement, c'est le fait de dire qu'il y a une colère qui s'exprime, que nous entendons, qui est légitime, dans laquelle d'ailleurs on est nombreux à se reconnaître, parce que je crois que c'est aussi cette colère-là qu'un certain nombre d'entre nous, nous ressentons et qui construit notre engagement en politique. Donc cette colère-là, il faut l'entendre, il faut la comprendre, mais notre devoir et notre responsabilité politique est de faire en sorte qu'elle ne bascule ni du côté de l'abstention et de la résignation, ni du côté de la haine et du vote Front National, en proposant une alternative, l'alternative du Front de gauche, et de faire en sorte de faire fleurir cette colère dans les urnes le 25 mai. Nous avons une semaine. Et une semaine, c'est à la fois beaucoup et très peu, mais je compte sur chacune et chacun d'entre vous, et je sais que je peux le faire, pour mener cette semaine tambour battant. En ce qui me concerne, vous pouvez compter sur moi pour mettre jusqu'à ma dernière goutte d'énergie dans cette campagne et dans le fait d'aller chercher chacun de nos électeurs un par un et de les convaincre d'aller voter Front de gauche le 25 mai. Merci à vous.